Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? Oh, fais pas chier. On essaye? Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran Formule Express. Moi, c'est Tib Tib, parce que comme il y avait déjà un Tib, ça fait Tib Tib. Et comme c'est mon tout premier épisode, j'ai pas mal réfléchi à ce dont je pouvais vous parler, j'ai cherché quelque chose qui me venait du fond de mon enfance, et ça a fait j'boum là-dedans. Et comme j'ai un petit côté rebelle, je vais d'entrée déroger à la règle et ne pas vraiment vous parler d'un film. Je vais plutôt vous parler d'un téléfilm. Pour être plus précis, d'une mini-série, puisqu'il s'agit de Ça, qui est aussi connu sous le nom de Il est de retour, ou Stephen King's It, la mini-série de 1990, adaptée du roman culte de Stephen King, et réalisée par Tommy Lee Wallace, qui a eu pour défi de transposer un roman d'horreur de plus de 1000 pages, et extrêmement violent, en un téléfilm diffusable à 1 heure de grande écoute. En 1990, la ville de Derry dans le Maine est accablée par une vague de meurtres et de disparitions d'enfants. Alors que les autorités semblent ne pas voir de lien entre les différents crimes, Mike Hanlon, un bibliothécaire d'une quarantaine d'années, reconnaît là le signe que ça est revenu. Si les anciens membres de la bande ont tous connu le succès dans leurs branches respectives, aucun ne semble se souvenir des événements traumatisants de cet été 1960, et le coup de fil de Mike aura sur eux l'effet d'un électrochoc. Faisant honneur à leur serment de revenir si un jour ça ressurgissait, Bill, Beverly, Ben, Eddie, Stan et Richie devront faire face à des souvenirs douloureux, ainsi qu'à des dangers bien présents. Ben, tu es là? Mike? Oui, mon vieux. Écoute, ça est revenu. Et qu'est-ce que tu te rappelles au juste? Qu'est-ce que tu te rappelles au juste? Peu de choses. Très peu. Presque rien. Tu viendras? J'arrive. Si on ne présente évidemment plus Stephen King, le grand maître de l'horreur, qui est certainement l'auteur contemporain le plus connu au monde, c'est dans les années 80 qu'il connaît une véritable explosion dans sa popularité, et le cinéma n'a pas tardé à s'en rendre compte. Avant 1990, c'est pas moins de 15 films adaptés des romans de Stephen King qui sont sortis sur les écrans, avec notamment le Shining de Stanley Kubrick ou le Christine de John Carpenter. Et c'est d'ailleurs par l'une de ces adaptations que notre histoire commence, puisque c'est après avoir travaillé au scénario du Carrie de Brian De Palma, sorti en 1976, que le scénariste Lawrence Cohen devient un habitué des adaptations de romans d'horreur. Il livre notamment le scénario du Fantôme de Milburn, adapté du roman Ghost Story de Peter Straub, et dont l'adaptation sera réalisée par John Irvine. Un jour, Cohen se voit proposer de travailler à l'adaptation pour la télévision d'un roman encore non paru de Stephen King, et en reçoit donc le manuscrit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les manuscrits qu'il reçoit ne sont pas imprimés recto verso, puisqu'ils sont tapés à la machine, et que le roman fait plus de 1000 pages. Cohen reçoit donc 2 gigantesques colis, contenant chacun d'énormes piles de papier qui composent les 2 moitiés du roman. À la lecture, il est immédiatement emballé. Il en est sûr, il y a de quoi faire une excellente mini-série à partir de cette histoire d'ados confrontés à leurs peurs les plus profondes, et qui reviennent les combattre une fois adultes. Cohen livre donc une première version du scénario à la chaîne ABC, un des grands networks de la télévision américaine, mais les premiers retours ne sont pas ce qu'il espère. Le projet semble mal compris par les exécutifs, qui semblent ne pas réussir à mettre le doigt sur le fameux « ça » du titre. Lawrence Cohen n'a donc plus qu'à rentrer à New York, et c'est justement dans l'avion qui le ramène chez lui qu'il remarque un homme, quelques rangées devant lui, qui lit ce qui est très clairement son script. L'homme semble dévorer le scénario, et à peine la première partie terminée, il entame la seconde avec tout autant d'avidité. Une fois la lecture terminée, l'homme se lève pour s'étirer avec un grand sourire. Cet homme, c'est Bob Iger, alors directeur des programmes chez ABC. Il est totalement emballé par le projet et décide de lancer la production au plus vite. Dans un premier temps, c'est le réalisateur George Romero, le grand pape du film de zombies, qui est envisagé. Romero et Cohen commencent alors à travailler ensemble sur le projet pendant plusieurs semaines. Et à ce moment-là, il est censé occuper 4 créneaux de prime time d'une grille de programme de la chaîne, c'est-à-dire avoir une durée totale d'environ 8 à 10 heures. Malheureusement, la chaîne change d'avis. Encore frileuse à l'idée de faire de l'horreur à la télévision, elle réduit la durée à seulement 2 soirées, soit 3 à 4 heures de programme. C'est une grosse déception pour Romero, qui préfère alors quitter le projet.
Et c'est Tommy Lee Wallace, qui a longtemps été un proche collaborateur de John Carpenter, et à qui on doit d'ailleurs le très bon bien que mal aimé Halloween 3, qui est choisi pour le remplacer. Quand il débarque sur le projet, Wallace est très enthousiaste à propos de la première partie du scénario, qui voit les flashbacks et donc l'histoire des adolescents face à ça. Mais il est beaucoup moins convaincu par la seconde moitié, qui se concentre sur les adultes qui reviennent à Derry et qui s'éloignent un petit peu trop du livre à son goût. Alors il aimerait beaucoup faire réécrire cette seconde partie, mais le scénariste Lawrence Cohen a d'autres engagements, notamment sur la comédie musicale adaptée de Carrie. Oui, j'ai appris qu'il y a une comédie musicale adaptée de Carrie, je vous avoue que je sais pas trop quoi faire de cette info. Et il cède donc à Wallace la tâche de parfaire un petit peu le scénario du second épisode. Les dates de tournage et de diffusion ayant déjà été fixées, Wallace décide de se concentrer sur sa volonté de coller au livre au mieux possible, tout en condensant un peu le récit riche et tentaculaire de Stephen King. D'ailleurs, a posteriori, Wallace reste beaucoup moins satisfait de cette seconde partie qu'il a dû réécrire, et attribue volontiers le succès du premier épisode au scénario de Cohen qui n'a pas eu besoin de retoucher. Je suis bien content de pas être le seul à avoir vu quelque chose. C'était pas un clown au début, c'était un loup-garou. Moi j'ai pas vu de loup-garou, juste un clown. Attendez, vous voyez pas que c'était un loup-garou pour Richie parce qu'il avait vu cette idée aussi de film. Mais c'était un clown en dessous. Oui, bah c'est peut-être une espèce d'esprit malin qui peut lire nos pensées et qui peut prendre la forme de ce qui nous fait le plus peur. Et c'est ce qui arrive à tous les enfants de la ville ? Étant donné que c'est l'histoire d'un groupe, le cœur du projet ce sont évidemment les personnages. Ces 7 adolescents un peu mis à l'écart, tous un petit peu parias, pour des raisons différentes, et qui ensemble vont réussir à trouver leur force. Alors d'abord on a Bill, dont le petit frère a été victime de ça, et qui est moqué notamment parce qu'il est bègue. Il y a Eddie, un jeune garçon chétif et peureux dont la mère surprotectrice le convainc qu'il est perpétuellement malade. Richie, dont le bagou et l'hyperactivité lui attirent souvent des ennuis. Ben, qui est à la fois le petit nouveau du collège et qui est largement moqué pour son surpoids. Beverly, qui vit seule avec un père abusif dans les quartiers pauvres de la ville. Et pour finir, Stan et Mike, qui sont respectivement juifs et noirs, ce qui est suffisant pour faire d'eux des parias dans le Maine des années 50-60. Pour le casting des adolescents, la directrice de casting Victoria Burrows cherche surtout 3 qualités chez les jeunes comédiens. D'abord, il faut qu'ils aient de l'humour. C'est ce qui va permettre de les rendre attachants et de faire que les scènes où ils sont heureux ensemble fonctionnent. Ensuite, il faut qu'ils soient capables d'être touchants, vulnérables. La série aborde des thèmes parfois assez graves et il faut qu'ils puissent les jouer comme il le faut. Et surtout, il faut qu'ils aient la capacité de jouer la peur de façon convaincante. Parmi les comédiens retenus, on peut noter la présence de Seth Green, qui sera quelques années plus tard Oz, le gentil loup-garou dans la série super culte Buffy contre les vampires, et le fils du Docteur d'Enfer dans la trilogie Austin Powers. On note aussi la présence de Jonathan Brandis, qui interprète le jeune Bill, le leader un peu charismatique de la bande, qu'on a pu voir aux côtés de Chuck Norris dans Sidekick, et dans le rôle de Bastien dans le second volet de l'Histoire sans fin. Évidemment, l'autre enjeu, c'est que tous les personnages doivent être castés 2 fois. Il y a une version enfant pour toutes les scènes qui se passent dans les flashbacks, et une version adulte pour toutes les scènes qui se passent dans les années 90. Et faire matcher les 2 versions du personnage est crucial. Étant donné que les enfants sont quasiment absents de la seconde partie, il faut que le public puisse transposer l'intérêt et l'empathie qu'il a investi dans les personnages dans leur nouvelle version. Du côté des adultes, justement, la production table sur des stars du petit écran, des valeurs sûres et des visages familiers, que le public pourra reconnaître et qui pourront assurer la promotion du téléfilm. John Ritter, la star de Three's Company, une sitcom culte aux États-Unis, mais qui est plus connue chez nous pour son rôle dans L'amour est une grande aventure de Blake Edwards, se voit proposer le rôle de Ben, le pilier pragmatique du groupe. C'est un rôle un peu à contre-emploi pour lui, qui est plutôt habitué à un registre comique, et qu'il accepte justement pour cette raison. Pour le rôle de Beverly, la seule femme du groupe, c'est Annette O'Toole qui est choisie, une habituée de la télévision qu'on a également pu voir au cinéma, notamment dans Superman 3, où elle incarnait Lana Lang, et dans Chasse à cœur, où elle partageait l'affiche avec Martin Short, dont les camarades vous ont déjà parlé dans l'épisode sur l'aventure intérieure. Je veux te dire quelque chose. Tu te rappelles mon père, tu vois comment il était. J'ai été amoureuse d'un homme qui était exactement tout ce que j'ai toujours haï chez mon père. Pourquoi j'ai fait ça? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Si tu le vois maintenant, tu n'es plus aveugle, Baby. Mais félicitations, c'est un miracle. Puis au moins, tu es tombée amoureuse de quelqu'un. Pour améliorer leur performance, les 14 comédiens passent beaucoup de temps ensemble. Alors il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'ils veulent créer un vrai esprit de camaraderie à l'intérieur du groupe. Et l'autre, c'est parce que chaque paire de comédiens qui incarnent le même personnage à 30 ans d'écart
veut avoir l'occasion de développer des mimiques, des façons de se tenir, des façons de parler pour leurs personnages, afin de pouvoir les reconnaître sans effort. L'acteur Brandon Crane, qui incarne Ben adolescent, se souvient de ses interactions avec John Ritter. Il était intéressé à l'idée de me rencontrer. Et moi aussi, évidemment, c'était l'une de mes idoles. Mais il y avait toujours cette blague récurrente autour du fait que, de tous les enfants, j'étais celui qui ressemblait le moins à ma version adulte. Il l'avait lui-même très vite remarqué. Alors il m'a pris à part et m'a dit « Hey, essayons de trouver quelque chose pour pallier à ça. » Il y a ce moment où on découvre mon personnage dans la classe, et on revient sur lui. Il se ronge l'ongle exactement comme moi. C'est une des choses qu'on avait trouvées. Tous les gamins avaient des Game Boy, et je jouais à Tetris sur ma Game Boy. Il est venu me voir et m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je lui ai dit « Bah c'est Tetris. » « Comment ça Tetris ? Tu connais pas Tetris ? Tu vis dans une caverne. » Alors il a attrapé la Game Boy et a commencé à jouer. À ce moment-là, j'ai compris qu'il était cool. Qu'il n'était pas seulement John Ritter l'acteur, mais que c'était aussi quelqu'un comme moi. Et si j'avais de la chance, il pouvait même devenir mon pote. Il reste maintenant un enjeu de taille. Il faut trouver quelqu'un pour incarner Gripsou, le clown terrifiant qui est la forme principale que prend le monstre du film. Alors plusieurs acteurs sont envisagés, comme Roddy McDowall, le Cornelius de la planète des singes, ou Alice Cooper, le chanteur de hard rock, déjà aperçu au cinéma dans Le Prince des Ténèbres de John Carpenter. Même Malcolm McDowell, connu pour son rôle de psychopathe adepte d'ultra-violence dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick, est envisagé. Alors là, je vous laisse imaginer une petite seconde ce que ça pourrait donner Malcolm McDowell déguisé en clown, qui essaie de faire peur à des enfants. À mon avis, on est sur quelque chose qui est simplement pas diffusable. C'est finalement l'acteur britannique Tim Curry, remarqué pour son rôle dans le cultissime Rocky Horror Picture Show où il incarne Frankenfurter, un extraterrestre travesti à la sexualité extravagante, qui s'impose aux yeux des producteurs. Sa présence, sa capacité à mêler un ton joueur et menaçant, et son regard perçant font de lui le candidat idéal. De plus, il a également prouvé par le passé qu'il est tout à fait capable de fournir une performance mémorable à travers un maquillage très lourd, puisqu'on l'a vu dans le Legend de Ridley Scott, où il incarne un diable avec un design complètement fou. Mais justement, Tim Curry, lui, garde un très mauvais souvenir du maquillage qu'il portait dans Legend, disant qu'il limitait à la fois son jeu et ses mouvements, qu'il le rendait claustrophobe, et qu'il a failli devenir fou à cause de tous les solvants utilisés pour décoller les prothèses en fin de journée. Du coup, quand il découvre que le maquillage de Gripsou inclut des prothèses pour ses pommettes, ses arcades et son menton, il refuse clair et net. Si l'idée est de rendre le personnage plus inquiétant, Curry répond que s'ils veulent le couvrir de prothèses, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas le bon acteur. Et que s'ils se contentent de lui donner un maquillage de clown, il se chargera lui, par son jeu, de faire peur. Alors après quelques négociations entre Tim Curry et Tommy Lee Wallace, Curry accepte de faire des tests caméra avec deux versions du maquillage. Une dont la seule prothèse est un crâne, qui ne couvre que ses cheveux et qui ne limite donc pas du tout son jeu d'acteur, l'autre avec un maquillage plus prononcé, qui déforme ses traits et le rend plus monstrueux. La conclusion est sans appel. Tim Curry a raison, la liberté que lui offre le maquillage plus léger lui permet de délivrer une performance glaçante et sadiquement drôle. Salut, Georgie. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Salut, clown. Oh, dis-moi bonjour, quoi. Est-ce que tu veux un ballon, hein? Tu dois pas accepter des choses de la part d'un inconnu. Papa a dit ça. C'est très sage d'avoir dit ça, Georgie, vraiment très sage. Moi, Georgie, je m'appelle Gripsou, je suis le clown cabriolant. Toi, tu es Georgie. Maintenant, nous nous connaissons, vrai de vrai. C'est vrai, oui. Je dois rentrer. Quoi? Rentrer sans ça? Oh, mon bateau! C'est lui en personne. Prends, il est à toi. Prends-le. Oh, tu tiens à ton bateau, Georgie. Oui, bien sûr, tu sais, Georgie, il y a des sucettes et des manèges et toutes sortes de surprises ici en bas. Et des ballons aussi, de toutes les couleurs. Est-ce qu'il flotte? Oui. Il flotte, Georgie. Il flotte. Et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi. Une fois le casting bouclé et le design du clown validé, le tournage peut enfin commencer aux alentours de Vancouver. Si la ville est depuis devenue un lieu de tournage hyper récurrent pour les productions américaines, à l'époque, en 1990, ça est l'un des premiers tournages à s'installer dans la région.
Sur le plateau, Tommy Lee Wallace est un réalisateur direct et minimaliste. Il n'aime pas s'étendre dans de longues indications pour les comédiens, et part du principe que si on a bien casté son film, il faut les laisser faire leur boulot. C'est une attitude qui est très appréciée par les comédiens, notamment le groupe d'adultes, qui y voient une vraie marque de confiance. Le tournage dure 3 mois et se passe dans les grandes lignes sans accroc. Mais quand on tourne avec de jeunes comédiens, il faut s'attendre à ce qu'ils soient parfois un petit peu turbulents. Le groupe d'ados s'amuse notamment à jeter des ballons à eau depuis leur balcon sur les décapotables qui ont le malheur de passer en dessous, et la production est à plusieurs reprises obligée de les sermonner un petit peu. La police est même appelée une fois, et leur rappelle qu'étant donné qu'ils ne sont pas citoyens canadiens, ils pourraient à tout moment se faire déporter. Le groupe d'adultes de son côté est pas forcément plus calme. Il est composé de pas mal d'acteurs comiques qui essaient en permanence de se faire rire les uns les autres. Et ça rend le travail sur le plateau parfois compliqué, à tel point qu'ils sont de temps en temps évacués du plateau afin que les techniciens puissent travailler dans le calme entre les prises. Je ne sais pas pourquoi, mais il se passe quelque chose de spécial quand nous sommes ensemble. Nous nous étions trouvés cet été-là et notre unité nous a donné la force. Sans elle, ça nous aurait détruits les uns après les autres. Réfléchissez un peu. Est-ce un hasard si aucun de nous n'a d'enfant, y compris Stan? Et quand on s'est rencontrés pour la première fois, on était tous des paumés. Maintenant, regardez-vous. Vous avez tous quitté Derry et vous avez tous réussi dans vos métiers. Vous êtes des nantis maintenant. Sauf toi qu'on a laissé sur place. Oui, c'est toi qui as gardé le phare pour nous tous et je peux te dire que je ne suis pas très fier de ça, Mike. Moi non plus. C'est pas votre faute. Nos parents ont décidé qui restait et qui partait. Et quand j'étais plus vieux, je suis resté parce que j'en avais envie. Je crois que tu es resté parce que tu devais rester. Je ne sais pas ce qui va se passer quand le soleil va se lever, mais en tout cas, je tiens à te remercier de ce que tu as fait pour nous tous. Afin d'éviter la censure, quelques scènes sont supprimées ou modifiées. C'est le cas de la scène où le petit Georgie est ramené à sa mère avec un bras en moins. Clairement, c'était trop graphique pour la télévision, ils ont préféré l'enlever du montage final. Une autre scène a été modifiée sur le tournage. C'est une séquence qui se passe à la fin du premier épisode, où les 7 ados se jurent les uns les autres qu'ils reviendront si jamais le monstre n'est pas mort. Dans le script comme dans le livre, les enfants s'ouvrent un petit peu les paumes et se tiennent par les mains pour faire une espèce de pacte de sang. Évidemment, la production a peur que de jeunes spectateurs n'imitent la scène, surtout en pleine période de peur autour du sida, et donc ils trouvent une autre solution. C'est maintenant un inhalateur que les personnages vont se passer les uns les autres, dans lequel ils vont chacun respirer une fois, et c'est ça qui va un petit peu symboliser leur promesse. Malgré ces ajustements, le montage est refusé par le Broadcast Standards, c'est-à-dire la branche du network qui décide ce qui peut ou ne peut pas être diffusé pour des raisons éthiques, morales ou légales. Jim Green, l'un des producteurs exécutifs, contacte alors le directeur de cette branche afin de trouver une solution. En effet, les notes qui ont été renvoyées pour le film nécessiteraient des reshoots qui sont totalement hors de question. Green met sur pied un plan qui commence par montrer le film directement au directeur du Broadcast Standards et à lui dérouler 2 arguments. Le premier, c'est que la chaîne a commandé un film adapté de Stephen King et que ça nécessite des éléments horrifiques. Mais surtout, le public attend l'adaptation d'un roman de Stephen King et que trop édulcorer le film serait en fait décevoir le public. L'autre argument qu'il déroule s'appuie en fait directement sur la structure du récit. Vu que toutes les séquences avec les enfants sont en fait des flashbacks des personnages adultes, on sait dès le début qu'ils ne vont pas mourir, et donc le public ne sera pas trop inquiet pour eux. Dès le lendemain, le verdict tombe. Le plan de Green a marché, plus aucun changement n'est exigé, et la diffusion peut être programmée. En amont de la diffusion, certains journalistes prédisent un mauvais score pour la mini-série. Ils trouvent le produit un peu plus cheap que les productions habituelles de la chaîne, et ils sont persuadés que l'horreur édulcorée pour la télévision ne trouvera pas vraiment son public. Et finalement, c'est tout le contraire. Ça devient le plus gros succès de la chaîne pour l'année 1990, avec plus de 30 millions de téléspectateurs pour les 2 soirées de la première diffusion. Le second épisode rassemblera même jusqu'à 33% du public, et sera le programme le plus enregistré sur magnétoscope de l'année. Après la diffusion, la critique est plutôt unanime, l'adaptation est une vraie réussite, sauf la fin qui déçoit un petit peu tout le monde. Ce final où on voit les membres restants du groupe se battre contre une araignée géante dont la marionnette est vraiment pas terrible, c'est une vraie déception. Surtout qu'il manque Tim Curry dans cette fin, dont la performance inquiétante a vraiment porté tout le film. Certains trouvent aussi que la présence des éléments horrifiques est un petit peu trop éparse, un petit peu trop rare dans le film. Mais au global, tout le monde s'accorde à dire que la qualité de la production et le jeu des comédiens sont un vrai point fort. Le compositeur Richard Bellis reçoit même l'Emmy Award de la meilleure musique pour une mini-série cette année-là. Cette bande-son reste un petit peu le haut fait de sa carrière de compositeur pour la télévision,
vu qu'il travaillera pour la suite surtout pour des téléfilms des jumelles Olsen. Au moment de cet enregistrement, Ça est de retour n'est pas disponible sur les plateformes de VOD ou de SVOD, mais il est facilement trouvable en DVD et en Blu-ray à des prix tout à fait raisonnables. Une nouvelle adaptation du roman de Stephen King est sortie au cinéma sous la forme de 2 films en 2017 et 2019, déplaçant les événements dans les années 80 et 2010. Si le premier film, qui se concentre sur les enfants et surfe un petit peu sur la vague de Stranger Things, est assez convaincant, le deuxième tombe rapidement à plat et personnellement je trouve qu'il est un petit peu raté. À savoir qu'il existe aussi une autre adaptation, inédite et inconnue chez nous, faite par la télévision indienne en 52 épisodes. Alors évidemment je l'ai pas vu, mais quelques images que j'ai pu trouver, ça a l'air assez cheap. Reste pour moi à vous conseiller le livre original, qui reste pour moi un bijou de la littérature horrifique, et une excellente œuvre sur le rapport qu'on peut entretenir avec son propre passé. Pour conclure cet épisode, je trouvais ça intéressant de faire une petite discussion autour du film. Du coup, j'en appelle à mon comparse Adrien, que vous avez pu entendre dans l'épisode sur l'APA. Alors Adrien, toi, comment tu as découvert ce téléfilm ? Déjà, salut Thibaut, salut tout le monde. Merci de m'accueillir pour parler de ça. Alors, moi, le téléfilm, je l'ai découvert à rebours, vu mon âge, c'était un peu obligé. Et en fait, moi, j'ai d'abord découvert sans l'avoir vu, en fait, de par ma mère, qui, elle, l'a vu à sa sortie et à sa diffusion en France, et qui a été traumatisée par le film. Donc, elle m'a déjà raconté et mis dans l'ambiance du truc avant même que je puisse le voir ou que j'ai l'âge de le voir. Et puis après, je l'ai découvert à la télé, parce que même encore aujourd'hui, je pense qu'il est assez rediffusé. Je sais pas toi comment tu l'as vu? Ouais, moi j'ai découvert à la télé sur M6 et ouais, c'est un film qui était vachement rediffusé en fait, je m'en suis rendu compte après. C'est marrant que tu dises que ta mère t'ait prévenu avant parce que ça rentre vachement dans cette réflexion que je me faisais sur le fait que ça soit un peu devenu une icône alors qu'il y a qu'un seul film. C'est ça, c'est vraiment un truc générationnel. D'ailleurs, ils en parlaient, j'avais vu quelque chose comme quoi des sociologues avaient étudié ça et que après la diffusion, il y a eu une montée de la coulrophobie, donc c'est la peur des clowns. C'est vrai que c'est un truc, ça a traumatisé un peu comme les Dents de la Mer à son époque. C'est ça. J'ai un ami qui me disait c'est les Dents de la Mer des clowns. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et ouais, du coup, moi, ce téléfilm, c'est marrant, je me souviens très bien de l'avoir vu un été, justement sur M6, où il passait. Alors, il était pas en 2 soirées, il occupait toute la soirée. Il mettait les 3 heures cul à cul. Ouais. Et j'étais avec mon cousin, je devais avoir 10 ou 11 ans, et je me souviens, en fait, on avait mis les coussins du canapé devant nous. En se disant, si à un moment ça fait peur, on se cachera derrière les coussins. Ouais. Et en fait, il n'y a pas vraiment de moment terrible. Il y a plutôt une ambiance, il y a une nappe, tu vois, d'un truc inquiétant. Mais il n'y a pas de moment où vraiment ça dépasse un peu les limites de ce qu'un enfant, on va dire un très jeune ado peut voir. C'est ça, je pense que c'était la contrainte aussi. Complètement. J'en parle dans l'épisode, il y a des scènes qu'ils ont dû enlever, qu'ils ont dû modifier, tout ça, parce que le bouquin, il va très très loin dans certains délires. Et du coup, ouais, moi j'ai vraiment souvenir de l'avoir vu comme ça, et ensuite, presque chaque été, en tout cas j'ai souvenir que c'était l'été, je me trompe peut-être, il repassait, et quand je tombais dessus, je le finissais, quoi, c'était... Ouais, c'est un truc qui t'attrape un peu, ouais. Ouais, c'est ça, il y a certains films comme ça, c'est des films qui te font lâcher la télécommande, c'est-à-dire que tu tombes dessus, tu les finis. C'est ça, et peu importe où tu le prends, celui-là, pour le coup. C'est ça. Et ouais, du coup, j'ai vraiment ce souvenir que ce soit presque un de mes premiers films d'horreur, et du coup, en refaisant l'épisode, je me suis fait la réflexion que... je trouve vraiment qu'en fait, c'est un chouette film pour commencer le cinéma d'horreur. En tout cas, bon, c'est un téléfilm, mais c'est une chouette œuvre, on va dire, pour commencer le cinéma d'horreur quand on est jeune. C'est ça, c'est un truc qui te prend pas pour un con et qui reste quand même regardable et pas trop hardcore, tu le disais, même si c'est vrai qu'il y a quelques scènes qui sont un peu hard, mais pas forcément visuellement. Moi, je me souviens de la scène dont tu mets un extrait d'ailleurs dans les douches du vestiaire, avec le clown qui sort, etc. Moi, je sais que cette scène m'avait un peu traumatisé, un peu comme la scène de l'intro. Enfin, en fait, finalement, toutes les scènes où il y a le clown. Mais quand tu regardes sur la totalité du film, le temps d'image à l'écran de Gripsou ne doit pas être exceptionnel non plus, quoi. Non, mais c'est clair que la scène dans la douche, c'est très malin parce que c'est une peur qu'on a un petit peu quand on est ado. Les douches collectives, ça peut être un endroit déjà un peu stressant, un peu traumatisant pour certains jeunes garçons. Le fait de le faire sortir dans cet endroit-là, à un moment où on est vulnérable et tout. C'est sûr qu'après, quand tu vas prendre ta douche, le siphon, tu le regardes bizarre. Tu vois. c'est clair. Tu le regardes un peu en coin, genre bouge pas, toi. Et c'est vrai que le clown, au final, il est très présent dans une ambiance, mais c'est vrai que le temps d'écran, il est pas gigantesque, et dans la seconde partie, il est quasiment pas, quoi. C'est pour ça aussi, on va y revenir, je pense, c'est que moi, la première partie, j'adore. Et c'est vrai que la seconde partie, mais bon, même le réalisateur émet un doute dessus, c'est vrai que la seconde partie est quand même un peu plus compliquée à se goinfrer, quoi.
Excusez-moi, madame. Est-ce que votre réfrigérateur marche? Il marche. Alors vous feriez bien de le rattraper avant qu'il aille trop loin. Alors moi c'est marrant parce que du coup j'ai découvert le téléfilm vraiment jeune, 10-11 ans, et il y a quelques années, alors je l'ai pas lu, je l'ai écouté en audiobook. Alors c'est gigantesque, c'est genre 55 heures d'audiobook. Ok. Il fait plus de 1000 pages, le truc c'est un vrai cale-porte. Et du coup c'était intéressant de lire le bouquin après avoir vu les deux adaptations, parce que du coup en effet t'as quand même tu peux pas t'empêcher de dire ah tiens ça c'est différent. Et en fait ce qui est marrant dans le livre c'est que il y a cette structure qu'on retrouve dans le film, dans la première partie. Mike appelle quelqu'un, le quelqu'un a un flashback, et du coup on voit intercaler le présent et le futur. D'accord. Le truc c'est que dans le téléfilm ça s'arrête à la fin de la première partie, et ensuite on est que dans le présent. Dans le bouquin, ça continue d'être intercalé jusqu'à la toute fin. D'accord. Et les deux altercations avec le clown, celle du passé et celle du présent, se passent en même temps dans le livre. D'accord, c'est mortel. Ouais, alors c'est en termes de gestion de la temporalité, c'est vraiment incroyable, il y a un truc de fou. Alors du coup, il y a ce truc où t'as un des deux climax où il y a pas de suspense, parce que tu sais qu'ils vont pas mourir, vu qu'ils sont là quand ils sont vieux. Bien sûr. Et tout ça, ça m'a fait forcément me poser la question de l'adaptation. Moi, le remake, j'apprécie vaguement le premier, j'aime pas trop le 2, à l'exception d'un comédien. Je trouve que l'acteur qui joue Richie est vraiment bien. Et en fait, je trouve que l'adaptation, même si elle adapte plus de choses, il y a plus d'événements communs entre le bouquin et les deux films récents. Je trouve que l'adaptation, dans le cœur du truc, elle est plus fidèle et plus sympa à l'esprit dans le téléfilm, alors que c'est hyper édulcoré. Ouais, qu'il a plus saisi l'esprit de Stephen King. Je pense que voilà, il y a de ça. Forcément, dans les deux films là, ils ont essayé de faire quelque chose peut-être de plus proche de l'œuvre, mais ils ont peut-être pas saisi vraiment le fond du truc. Même si pour le coup, moi, j'adore le premier des remakes des deux parties, la première des deux parties. La deuxième, pour le coup, c'est l'opposé. Je trouve qu'elle est vraiment pas du tout réussie. Je vois ce que tu veux dire sur le côté adaptation et le fond de l'œuvre, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tout ce que je veux, c'est oublier tout ça. Il y a pas que nous, il y a tous les autres enfants aussi. Comme Thelma Daniels qui est dans ma classe. Qui sera le prochain? Béva a raison, il faut faire quelque chose. Il faut en parler à quelqu'un. Mais les autres ne voient pas ce qu'on voit. Pourquoi? Quand on est adulte, on ne croit plus à rien. Ils vont se foutre de nous et nous faire enfermer à l'asile. Ça tue les enfants, merde. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai l'impression que la boucle est bouclée, c'est-à-dire que pour moi, le ça des années 90 a inspiré grandement Stranger Things, et j'ai l'impression que Stranger Things a inspiré les remakes de ça aussi, et que c'est aussi pour ça que ça a été transposé aux années 80, etc. Donc ça me fait rire de voir que la boucle est bouclée, et que finalement ça fait un peu peur de se dire que le ça des années 90 risque de tomber dans l'oubli avec ces deux nouvelles adaptations. Il y a autre chose aussi que je trouve intéressant, tu parlais des inspirations, le fait que le ça de 90 est inspiré notamment Stranger Things. J'ai l'impression qu'il a aussi ouvert la voie à l'idée de faire de l'horreur, ou en tout cas de l'horrifique, pour les enfants ou pour la jeunesse. Ouais, tout à fait. Et pour moi, c'est pas tout à fait un hasard si quelques années après, on a Chair de poule. Bien sûr. Il y avait une autre série, comment ça s'appelait? Fais-moi peur. Ouais, carrément. Alors moi, je voyais ça sur Fox Kids quand j'étais gamin, parce que avec mes parents, on avait le satellite, du coup j'avais Fox Kids. Et en fait, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que c'est des petites histoires d'horreur, et les héros sont systématiquement des jeunes ados. C'est ça. Je pense que c'est lié, et de toute façon, c'était un peu le but, j'ai l'impression, de Stephen King à cette période-là, de déclencher les peurs, et de mettre en avant, en tout cas, les peurs identitaires des enfants et des jeunes adultes. Et je pense que c'était un peu sa volonté de rendre accessible l'horreur à un public un peu plus jeune, en tout cas. Ouais, très certainement. Alors après, dans le bouquin, il y a par exemple pas mal de scènes de sexe, dont une qui sort vraiment de nulle part, c'est-à-dire que Bill adulte et Beverly adulte, à un moment, ils se retrouvent dans un hôtel, ils couchent ensemble et plus personne n'en parle après. D'accord, ok. Et surtout, t'en as peut-être entendu parler, il y a une scène très controversée à la fin du livre, où en fait, les enfants, une fois qu'ils ont vaincu ça, donc ils savent qu'ils ont gagné la bataille mais pas la guerre. Oui. Et ils sont un peu perdus dans les égouts, machin, et Beverly s'arrête, elle fait « Attendez, en fait, il faut qu'on couche ensemble ». Et les enfants font pardon. Et Beverly couche en fait avec toute la bande à ce moment-là. D'accord. Ils ont entre 11 et 13 ans. Évidemment, ce n'est dans aucune des adaptations. Oui. Et merci pour ça. Ouais, c'est clair. Et c'est marrant parce que en effet, tu vois, il y a ce truc de parler de l'enfance. Il parle, je trouve, très très bien d'une certaine détresse de l'enfance. Et derrière, dans le bouquin, il met des trucs vraiment adultes, quoi. Enfin, mais t'as le pourquoi tu commandes ce truc-là, parce que c'est un peu une bavure, là, quand même. Alors, ça a été, t'imagines bien, grandement décortiqué, étudié. Je suis pas du tout d'accord avec la présence de cette scène. Oui, j'imagine. Mais il y a un truc que je peux comprendre, c'est que, en fait, je pense, ce qu'il essaie de faire avec ça, c'est que
ils sont vulnérables tant qu'ils sont enfants. Ah. Ils sont vulnérables à ça tant qu'ils sont enfants, et qu'en fait Beverly fait ça pour leur faire un truc d'adulte, pour qu'ils soient plus tout à fait enfants, pour être moins vulnérables à ça. D'accord, ouais. Il y a un côté un peu ritualistique. Je vois, ouais. C'est une scène très controversée du bouquin. La plupart des gens qui disent j'adore le livre, ils font bon, cette scène-là, ils ont besoin un peu de se défendre vis-à-vis de ça. Bien sûr. Et en effet, donc moi j'étais dans le métro quand j'écoutais cette scène à l'audiobook et j'étais là genre. Ouais. Et évidemment que c'est pas du tout pour plein de raisons dans le téléfilm. Bien sûr. Et en même temps, tu te rends compte que quand c'est pas dedans, ça manque pas. Bah non, bah ça c'est évident. Mais non, fallait pas que ça y soit là. C'est pour le coup. Il y a un autre truc aussi dont je voulais parler dans cette discussion. En termes de structure, tu sais, cette idée d'avoir 7 personnages, et tu sais, ils ont chacun tous un gimmick. Mike, c'est l'historien. Ouais. Bill, c'est le leader. Ben, c'est le pragmatique, il est architecte. Richie, c'est le rigolo, machin. Il y a une idée de structure qui est presque, en fait, quelque chose qu'on va retrouver dans le RPG. Enfin, tu sais, ils ont tous presque une classe de personnages. Bien sûr. Bah, d'où je parlais de la boucle avec Stranger Things et le fait qu'ils parlent tout le temps de Donjons et Dragons, etc. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de s'identifier à ces personnages et de leur donner une caractéristique propre à chacun et également une peur associée, c'est-à-dire qu'ils ont tous leurs qualités, mais ils ont aussi tous leurs défauts et leurs peurs qui permet à ça de s'y attaquer. Oui, c'est sûr, ils ont tous, comme tu dis exactement, un point fort et un point faible. Et en fait, c'est quelque chose qui est très présent dans les médias pour enfants. Tu sais, c'est un truc qui est très jeux vidéo, jeux de rôle, fantasy. C'est même un truc qu'on va retrouver si tu veux pousser un peu le truc, je sais pas, chez les Power Rangers, tu vois, un truc dans ce genre-là. Ouais, carrément. Et c'est marrant parce que pour moi, ça pousse vraiment l'idée que c'est un film pour enfants. Ouais, pour moi, c'est presque un film pour enfants. C'est presque un film d'horreur pour enfants. Ouais, un peu comme Gremlins, quoi. Ouais, alors il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors Gremlins, c'est un côté presque un peu plus un peu cynique. Alors ouais, exactement. Tu vois, il y a un truc un peu... C'est presque un film mesquin. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et je pense que une des raisons pour lesquelles ça fonctionne aussi bien, d'ailleurs, des téléfilms adaptés de Stephen King qui sortent en Blu-ray et en DVD, tu vois, il y en a pas tant que ça. Ah, c'est clair. C'est quand même un téléfilm qui est resté dans le temps, ce qui est pas vraiment ce pourquoi il fait un téléfilm à la base. Oui, tout à fait. Je pense que vraiment, c'est parce que c'est quelque chose qui a compris, qui est vraiment au carrefour de quelque chose. Donc en plus, il y a le côté, on sort des années 80, on attaque les années 90. C'est ce qui a été le plus enregistré cette année-là sur Magnétoscope. Alors c'était aussi un peu le début de quand on pouvait enregistrer des trucs sur Magnétoscope. Et je pense que c'est un film qui est arrivé un peu au bon moment avec la bonne idée. Et maintenant, de l'horreur à la télévision, il y en a plein. Enfin, je veux dire, ne serait-ce qu'American Horror Story. Oui, c'est sûr. Après, la vision de l'horreur a changé. Et je pense que maintenant, si un public jeune découvrait ça aujourd'hui, je pense que ça ferait un flop. Dans le sens où, forcément, on a habitué aussi la jeunesse à plus de violence graphique. Mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même un sacré pas en avant pour démocratiser l'horreur. Je viens de voir quelque chose. Et je ne sais pas du tout si c'était réel. Si un de vous l'aurait vu ou pas. Je dois rester. Parce que si je pars, je vivrai avec cette image jusqu'à en perdre la tête. Jusqu'à ce que je confonde complètement ma vraie vie et mes mauvais rêves. Depuis des années, je ponds des bouquins qui font peur aux gens. Mais c'est moi qui ai eu peur, en fait. Toute ma vie. Je ne veux plus jamais avoir peur. Je retourne en bas. Et je tuerai ça. Et peut-être juste pour finir, parler un petit peu de la chose qui fâche. Qu'est-ce que tu penses de cette fin ? Alors moi, la fin... de toute façon, la deuxième partie, en général, je suis pas fan du tout. Faut vraiment faire une pause entre les deux, sinon c'est la giga sieste. mais en tout cas, la fin, c'est sûr que ça fait un flop. En fait, c'est clairement Tim Curry et du coup Gripsou qui tiennent le film pour moi. Je pense qu'il aurait peut-être dû prendre le parti de s'éloigner du livre à ce moment-là et de faire un vrai affrontement avec Gripsou. Parce que c'est vrai que les autres formes de Gripsou, on les voit pas beaucoup, même s'il y a il prend la forme de certaines personnes, il y a le loup-garou, mais c'est pas, il est pas aussi métamorphe que dans le bouquin, j'ai l'impression. Et je pense qu'ils auraient dû continuer avec cette figure, du coup, parce que c'est ça qu'on veut finalement dans ce téléfilm. Et puis même, tu vois, dans la scène où il y a le loup-garou,
le clown est quand même là. C'est-à-dire que c'est ça, on dirait que c'est sa vraie forme. C'est ça, Richie s'est un peu échappé du loup-garou, et quand il se retourne, maintenant c'est le clown, et il fait « Ah, va pas trop loin, machin ». Et il manque un lien, en tout cas, entre l'araignée et le clown. On verrait, alors je sais que c'est pas possible, mais on verrait le clown se transformer, ou l'araignée aurait encore des traits du clown, ce qui est plus dans le remake, du coup. Peut-être ça marcherait mieux. Non, oui, c'est vrai que cette fin retombe un petit peu, mais moi je l'excuse parce que la première partie est vraiment jouissive. Alors moi, il y a un truc que je trouve très touchant, c'est le fait qu'ils oublient. Oui. Tous. Alors tu sais, il y a Mike à la fin qui dit voilà, j'écris dans le carnet parce que je suis en train d'oublier. Il oublie y compris leur amitié, et c'est toujours un truc qui m'a rendu très triste. Alors c'est marrant parce que c'est exactement la même chose pour le coup dans le livre, hein. Ils s'oublient littéralement les uns les autres. Et moi je me souviens quand j'étais gamin, et je dis mais non, ils ont passé tout ce temps à forger une amitié super forte, et leur punition presque pour avoir battu ça, c'est de s'oublier, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr que le livre, comme le téléfilm, je pense, est assez cruel sur certains points. C'est vrai qu'il n'y a pas une violence énorme à l'image, mais c'est pas édulcoré, quoi. C'est aussi pour ça que tu disais que c'était une bonne porte d'entrée vers l'horreur, c'est que c'était certes plus chill pour des enfants, mais que ça les prenait pas pour des cons non plus. Je crois que c'est comme ça que j'aimerais me souvenir de nous, si je pouvais me souvenir de nous. Debout près du lac, tandis que le soleil se couche sur notre enfance. Ce sont mes dernières notes, j'ai pu les écrire juste à temps. Juste avant que la brume qui envahit mon cerveau ne balaie complètement mes souvenirs. Maintenant, quelques semaines plus tard, je revois ces jours-là, pas dans ma mémoire, mais dans les pages de ce carnet. Le cauchemar est terminé, la police n'est intervenue que brièvement et superficiellement, comme c'est l'habitude ici à Derry. Maintenant qu'il n'y a plus besoin de quelqu'un pour garder le phare, je crois que je vais pouvoir m'éloigner, aller voir ce qui se passe ailleurs. Eh ben écoute Adrien, merci beaucoup pour ton intervention. Je t'en prie. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que tous les épisodes de Retour à l'écran sont disponibles sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça va nous aider. Et surtout, n'hésitez pas à partager les épisodes. Et bien voilà, c'est la fin de ma toute première Formule Express. Je suis très content de l'avoir partagé avec vous, et je vous dis à très bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.